8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Toutes les personnes en situation de handicap seront prises en charge. Où en êtes-vous de cet engagement présidentiel? Il y aura une bataille qui aura lieu demain, notamment à l'Assemblée, sur ce sujet. Nous allons l'évoquer dans un instant. Juste avant ça, parce que c'est la journée nationale des aidants. Il y a un an à peu près, en pleine crise sanitaire, vous aviez lancé le nouveau congé pour les personnes, des proches qui voulaient aider un grand-parent, par exemple, dépendant. Visiblement, c'est quand même assez compliqué dans sa mise en place. Est-ce que vous avez l'intention de simplifier et d'accélérer? Alors d'abord, rappelons peut-être qu'il y a près de 11 millions d'aidants, c'est-à-dire des personnes qui aident une personne handicapée, un enfant ou une personne âgée. Les accompagner, les connaître, c'est bien tout notre enjeu. Quand vous parlez du congé qu'on a mis en place, c'est justement pour concilier sa vie professionnelle et sa vie d'aidant. Et là, en effet, c'est pas assez connu. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une réticence au sein de son entreprise à se déclarer aidant et à le demander son congé. Donc il faut qu'on aille plus vers... Tout à l'heure, je ferai une grande table ronde avec les entreprises pour les mobiliser, justement, parce que c'est à elles de porter cette annonce, de dire vous pouvez nous en parler, on vous accompagnera. Au-delà du congé qui est rémunéré par l'État, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'engagent, parce que c'est la santé au travail, parce que quand un collaborateur est bien, il est encore plus performant. Donc c'est tout l'enjeu de faire connaître ce congé, en effet, pour pouvoir l'utiliser. On estime à peu près à combien de personnes et potentiellement combien de personnes pourraient être concernées? Aujourd'hui, on a à peu près 5000 personnes qui l'ont demandé ce congé. C'est très peu. Ouais. C'est très peu. Nous, on pense qu'on peut y aller 3 fois plus, 4 fois plus. Mais le tout, c'est de faire connaître aux aidants. Ouais. Ça, c'est vraiment... Beaucoup de personnes ne se déclarent pas aidants, parfois n'en ont pas conscience. Les jeunes cadres qui s'occupent, par exemple, d'un enfant handicapé, des jeunes collaborateurs, collaboratrices, ils n'ont pas envie d'en parler aussi. Donc, il faut aussi pouvoir lever cette chape de plomb sur la parole des aidants. Il y a une inconnue de savoir aussi combien de temps ça va durer et comment la situation peut évoluer. Alors, le congé, en fait, c'est un bon de tirage. Vous pouvez le prendre justement pour organiser le service d'accompagnement, pour aller voir un papa ou une maman vieillissant qui est loin de chez soi. C'est vraiment un bon de tirage facilitant pour mettre en place. Mais au-delà de ça, tout ce que l'on veut, c'est accompagner aussi les aidants qui ne soient plus aidants. Très concrètement, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez annoncer alors ? On va simplifier les choses. Il faut que d'abord ça soit connu, donc on va le faire connaître auprès des entreprises. On mobilise les entreprises sur la plateforme justement RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On aura vraiment ces moyens de mieux faire connaître. Il faut aussi qu'on travaille sur le répit. Le répit est très important. C'est-à-dire ? C'est-à-dire offrir par exemple des places dans des établissements pour que la personne handicapée ou la personne âgée puisse aller 2-3 jours et que l'aidant puisse souffler, puisse prendre ses vacances, se reposer. Donc les plateformes de répit qu'on mobilise partout sur l'ensemble de la France, aller vers, c'est-à-dire qu'il faut des applications simples. Sur votre téléphone portable, j'en peux plus, je suis extrêmement fatiguée, j'ai besoin de 2-3 jours de répit. Vous allez lancer une nouvelle application ? C'est ma boussole, ma boussole qu'on a expérimenté et qu'on veut généraliser. C'est la plateforme « Je suis aidant et je vous accompagne ». Voilà, on fait feu de tout bois pour qu'on puisse atteindre ces aidants, leur faire connaître tous les dispositifs qui existent. Vous avez aussi évoqué hier l'élargissement d'une aide à certains acteurs de la vie quotidienne, à certains actes de la vie quotidienne. Ça va jusqu'où ? Jusqu'à l'autisme, par exemple ? Alors, c'est pour les handicaps psychiques, mentaux, l'autisme, les troubles du neurodéveloppement, les personnes qui ont des TDAH, troubles de l'hyperactivité. Ce sont des personnes dont les troubles sont mal connus, mal évalués, qu'on n'arrive pas justement à mieux connaître et du coup à pouvoir octroyer des droits qui vont leur permettre d'être mieux accompagnés en soutien à l'autonomie. Donc j'ai lancé lundi dernier en Gironde, dans les Ardennes et dans les Vosges, parce que moi je travaille avec les départements. Les départements, je vous rappelle, sont financeurs dans les territoires. Et pas question de travailler sans eux pour justement améliorer dans les maisons départementales des personnes handicapées l'évaluation, l'octroi de droits, et puis après avoir les bons services pour accompagner ces personnes. Il en va de leur participation à la vie sociale. Oui, notamment sur l'autisme, parce qu'il y a une demande des familles pressantes, et il y en a certains qui cèdent au découragement. Il faut qu'on les accompagne, ces personnes avec autisme et leurs familles. Donc c'est pour ça que nous développons notamment l'intervention précoce auprès des enfants. Je vous rappelle que là, il y a vraiment un mouvement vers l'école pour l'autisme, avec les classes maternelles autisme, les classes élémentaires, mais il faut qu'on s'occupe des adultes. Les adultes autistes, c'est pour ça qu'on va développer ces droits nouveaux qu'on ouvre et qu'on a travaillé avec les associations. Et je tiens à saluer vraiment le travail des associations sur ces sujets-là, qui nous ont aidés à mieux
je dirais, caractériser les critères de ces personnes qui sont complexes à évaluer. Oui. Sophie Cluzel, demain jeudi, le député LR Aurélien Pradié va déposer une proposition sur le handicap pour plus de justice et d'autonomie. En clair, parmi les points, il y a le fait que l'allocation d'une personne handicapée dépende des revenus de son conjoint. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ça change? Alors, je n'ai pas attendu Aurélien Pradié pour agir sur le handicap. Non, mais en même temps, ça n'a pas avancé là-dessus. Bien sûr que si, que ça a avancé. Ce que je l'ai dit, on le fait, puisque c'est dans le PLF, dans le projet de loi de finances, qui va être voté justement par les parlementaires. Nous avons relevé le plafond pour tenir compte justement de cette demande, et 120 000 couples pourront bénéficier de plus de 110 € pour certains, 186 € d'amélioration du maintien justement de l'allocation adulte handicapé dans un couple quand la personne travaille. Mais si vous voulez, moi, je ne suis pas incantatoire. Je veux des droits réels. Ça sera dès le 1er janvier 2022. Et surtout, ça permettra, parce que dans la proposition de Pradié, il parle du handicap psychique, mais on ne l'a pas attendu non plus, puisque j'ai déjà mis en place. On n'a pas besoin de la loi pour ça. Donc il faudrait quand même qu'ils connaissent un tout petit mieux les territoires. C'est de la politique politicienne, alors, de la part d'Aurélien Pradié? Totalement de la politique. Pourtant, il a l'air d'être convaincu de ce qu'il dit et de ce qu'il veut porter comme message. Il peut être convaincu, mais depuis 4 ans, il n'a rien fait. Et moi, depuis 4 ans, j'ai ouvert des nouveaux droits. Il n'est pas au pouvoir. Il pouvait proposer ça depuis bien longtemps. Et quand ils étaient au gouvernement, ils auraient pu le faire si vraiment ils trouvaient que c'était important. Je le rappelle, ni les socialistes ni les républicains ne l'ont fait. Donc nous le faisons, nous améliorons la vie quotidienne, nous ouvrons des nouveaux droits. On a été le premier gouvernement à redonner le droit de vote des personnes handicapées majeures sous tutelle, et tout en responsabilisant justement aussi cette façon de travailler. Mais est-ce que vous allez distinguer justement sur les couples, quoi? Est-ce qu'il va véritablement y avoir ce qu'on appelle la déconjugalisation, quoi? Non, il y a une amélioration du plafond, parce que nous pensons vraiment... Pourquoi on ne peut pas coller? Parce que sinon on déconjugalise demain, 30% des couples, dans les couples, 30% des personnes travaillent, et elles perdront, parce que le foyer fiscal est protecteur aussi. Donc ça, c'est aussi important. Ça n'a pas été vu du tout par les Républicains, ni par le Sénat, ni par le Parlement, l'Assemblée. Donc moi, je suis pragmatique. 30%. Je suis pour une politique d'émancipation et de pouvoir d'agir des personnes handicapées en responsabilité. Mais toujours lié quand même au foyer fiscal, quoi. C'est ce que ça sera au foyer fiscal avec une amélioration, et ça passera dès le 1er janvier 2022. Oui, et la proposition de loi, alors demain, si jamais la plupart des groupes d'opposition sont d'accord, qu'est-ce qui va se passer? C'est de la politique politicienne. Vous savez, vraiment, il faut arrêter, parce qu'il faut arrêter d'instrumentaliser le handicap à des fins politiques. Je pense que ça, c'est très important. Oui. Aurélien Pradié dénonce aussi une forme de déshumanisation de votre politique. En clair, il y a beaucoup trop d'administratifs et les personnes ne sont pas reçues, et on n'en prend pas soin suffisamment de ces personnes handicapées. Aurélien Pradié, encore une fois, ne connaît pas ce qui se passe sur les territoires, parce que les maisons départementales des personnes handicapées, ça a été mon sujet premier. Mais qui est en responsabilité? Les départements. Donc on ne peut pas être incantatoire à dire il faut changer les choses et ne pas recevoir les départements et travailler avec eux. C'est ce que j'ai fait. J'ai co-construit depuis le début du quinquennat une relation de confiance avec les départements. Nous avons un baromètre. Nous pouvons mesurer justement département par département les améliorations, et ceux qui ne sont pas à la hauteur, eh bien nous les challengeons vraiment, parce qu'il faut en effet avoir une équité territoriale pour répondre aux personnes de la même façon partout. Oui, je le disais en introduction tout à l'heure de cette interview, Sophie Cluzel, Emmanuel Macron avait promis que c'était l'une de ses priorités de son quinquennat, la lutte évidemment, l'amélioration aussi pour les gens qui sont handicapés. Est-ce que vous estimez que le contrat est rempli aujourd'hui? Il y a toujours des améliorations à faire. Quand on est famille, quand on est personne, et je sais de quoi je parle, il faut toujours que ça aille plus vite. Et c'est bien pour ça que depuis 4 ans, je suis à la tâche pour améliorer les choses au quotidien. Nous avons ouvert des nouveaux droits. Nous voulons regarder les personnes comme des citoyens à part entière. Et je pense que le fait d'être auprès du Premier ministre a pu changer la donne dans beaucoup de domaines. École, emploi, bientôt la semaine européenne de l'emploi de personnes handicapées avec le DOD. Nous regardons différemment la capacité des personnes à vouloir vivre au milieu de nous. 4 ans, nous sommes à la tâche, tout le gouvernement. Oui, Sophie Cluzel, la campagne des présidentielles, puisque ça fait 4 ans que vous êtes là et le quinquennat va se terminer, quel est l'adversaire le plus redouté pour vous? L'adversaire en quoi? Sur les présidentielles? Sur les présidentielles. Je pense qu'il y a surtout un candidat, et je l'espère bientôt candidat, qui porte un vrai projet de société, d'émancipation, d'agir. Je n'ai pas du tout entendu ça, nulle part. On entend des candidats qui manipulent des peurs. Vraiment, je ne vois pas de programme qui puisse nous permettre d'avoir de l'espoir. Et c'est ça que les Français attendent. Partout où je passe sur les territoires, les Français nous disent on veut bosser, on veut avancer, ça va mieux.
restons, vivons ensemble. C'est ça la France que l'on veut porter. Oui, mais d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui, justement, ont quand même des angoisses dans leur quotidien, qui voient leur situation aussi se détériorer, leur environnement, l'ensemble. Ce qui explique probablement les succès dans les intentions de vote des sondages d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, même si elle baisse, et puis une partie des Républicains, tout de même, non ? Je pense que la France que propose Éric Zemmour, c'est une France qui se ratiocine, qui se rabougrit. C'est la France de la haine de l'autre. C'est la France, il veut des petits Zemmour partout. Et moi, c'est complètement l'inverse que nous proposons. C'est quoi un petit Zemmour, alors ? C'est des gens qui se ressemblent. Ouais, mais c'est-à-dire la France n'est pas ça. La France, elle est plurielle, oui, mais elle est diverse, elle est riche. Éric Zemmour, je l'ai reçu à ce micro, il veut défendre la France. Au contraire, il dit qu'il y a du délitement en fait, à tous les niveaux de la société et qu'aujourd'hui, la France doit retrouver son rang. Donc il n'est pas dans ce que vous dites. Si, justement, parce que la France, elle est plurielle, elle est faite de plein de différences. Elle est plurielle, mais reconnaissez qu'elle ne va plus aussi bien qu'il y a quelques années. Eh bien justement, il nous faut pouvoir se faire parler les gens entre eux, ne pas les opposer les uns aux autres. C'est ce que je fais, c'est mon travail de tous les jours. C'est le sujet de société que je porte. Alors pourquoi il y a autant de pourcentage vers ces gens-là alors ? Eh bien, je pense qu'il nous faut encore plus parler et leur montrer que la vie change. C'est bien pour ça qu'il faut aller en territoire, qu'il faut aller les voir, les rencontrer. C'est ce que je fais. Et quand on discute avec eux, eh bien, ils reconnaissent que les choses avancent. Mais ça ne va pas assez vite et ça ne va pas assez proche d'eux. C'est ça tout l'important. Mais est-ce que vous êtes dans le déni par rapport justement à des territoires qui sont un peu perdus de la République ? Ça avait été déjà annoncé il y a 20-30 ans et qui sont dénoncés par Éric Zemmour. Ça existe, ça, Sophie Cluzel, non ? Je ne pense pas qu'il faut être dans le déni. Vous avez raison. Il y a des territoires compliqués où justement la relation ne se fait plus, chacun campe sur ses positions. Mais c'est ça qu'il faut renouer. Nous renouons avec quoi ? Avec des services publics de proximité, que les gens ne se sentent pas abandonnés dans certains territoires. Vous savez, quand il y a un bureau de poste qui ferme, là, je pense que là, c'est un échec. On perd justement ce lien social, ce lien de cohésion sociale. Mais c'est ça que les Français nous demandent. Ils ne nous demandent pas de faire la guerre entre eux, pas du tout. Ils nous demandent justement qu'on les écoute, qu'on les entende. C'est pas une France assimilée, c'est une France qui respecte ses différences et qui permet à chacun de vivre sur son territoire. Pas de France assimilée. Pour vous, ce n'est pas un bon argument. Non, pas du tout. Mais non, il faut. Alors c'est quoi ? La société inclusive. C'est quoi la différence ? C'est que l'environnement s'adapte, qu'on prend en compte les différences, qu'on écoute les uns les autres. Ce ne sont pas aux gens qui viennent en France de s'adapter, mais c'est à la France de s'adapter à eux. C'est ce que vous dites, quoi. Il faut que chacun fasse un pas. Chacun fasse un pas et qu'on se respecte. C'est ça la société inclusive. C'est-à-dire chacun dans sa différence et là dans un environnement aussi qui s'adapte aux différences. Vous savez, quand vous travaillez quand vous allez quelque part, vous, c'est à la personne qui vous reçoit de s'adapter à vous. Non, justement, je dis que l'environnement doit s'adapter. C'est-à-dire que je ne parle pas des autres, je ne dis pas entre les personnes. Je dis que chacun doit faire un pas. Chacun doit faire un pas. La société inclusive, c'est quoi ? C'est tout simplement respecter ses différences et vivre ensemble. C'est comme ça que l'on fait, avec l'habitat inclusif, quand vous avez de l'intergénérationnel qui vit ensemble, quand vous avez des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui ne le sont pas, qui vivent ensemble. C'est ça la société inclusive. C'est respecter sa différence, mais partager un projet. Oui, Sophie Cluzel, vous apportez votre soutien à Sylvain Maillard, député La République En Marche, qui se défend d'une usurpation d'identité alors qu'il a été épinglé dans le dossier des Pandora Papers. Vous lui faites confiance ? Je fais confiance à Sylvain Maillard et puis c'est à lui justement de pouvoir s'exprimer. Oui. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, était l'invitée ce matin de Sud Radio.